temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement. Bienvenue sur Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler de la finance au service de la stratégie. On parle d'ailleurs souvent de la finance comme d'une fonction de contrôle, mais sur le terrain, elle est bien plus que cela. C'est à la fois un levier d'anticipation, de pilotage et parfois de survie. Aujourd'hui, on explore comment les chiffres deviennent un outil stratégique quand il s'agit de diriger dans l'incertitude. Notre invitée, toujours dans cette série, Jessica Benakoun, fondatrice de Keter Finance. Bonjour Jessica. Bonjour Ilan. On dit souvent que les chiffres ne mentent pas. Pourtant, ils ne disent pas toujours tout. Comment faire de la finance un outil de stratégie et pas seulement de reporting? Alors vous avez raison de dire que les chiffres ne racontent pas toujours tout. Malgré tout, pour qui s'est regardé, ils racontent souvent une histoire. L'intérêt de la finance, on va dire, au service de la stratégie des entreprises au sens large, c'est clairement la sécurisation et l'anticipation qui permet d'approcher les projets avec beaucoup plus de sérénité. Est-ce que vous diriez, parce que je rebondis sur ce que vous dites, que le rôle du financier, c'est d'abord d'éclairer ou d'alerter? Alors, à mon sens, alerter, c'est déjà trop tard. Donc, bien entendu, le rôle du financier, c'est clairement d'éclairer, c'est clairement de sécuriser les projets et c'est clairement de les accompagner. Quand on se retrouve au stade de l'alerte, à mon sens, c'est qu'on est déjà mal engagé, on va dire, sur le process. Et donc, c'est probablement le rôle de la finance, c'est probablement de faire en sorte qu'on n'arrive pas au stade de l'alerte. Est-ce qu'il y a un indicateur que vous regardez toujours en premier quand vous analysez des projets? Alors, bien sûr, enfin, j'ai envie de vous dire, le premier indicateur que tout financier regarde, c'est probablement, bien entendu, le cash, puisque la disponibilité du cash, même si elle n'est pas une garantie de santé financière au sens large, est quand même probablement son meilleur indicateur. Des projets rentables générant du cash et des projets non rentables en consommant. Euh, Malgré tout, il y a d'autres moyens de consommer du cash dans des situations, par exemple, d'extrême croissance, qui sont plutôt, on va dire, des situations enviables. Mais à mon avis, il n'y a pas d'autre manière de générer du cash que la rentabilité à long terme. Donc très clairement, la gestion du cash est très importante dans les sociétés et est très regardée par les établissements bancaires au sens large. Dans l'analyse de n'importe quel dossier, c'est probablement, oui, le premier critère qu'on regarde. Et dans le cas où une entreprise commence à aller mal, à côté du cash, qui est justement cet indicateur que vous regardez, est-ce qu'il y a des signaux faibles que vous avez identifiés? Alors oui, très clairement, et en général, justement, on regarde le cash en tant que stock, on va dire, mais on regarde le cash flow aussi en tant que flux, puisqu'il reflète à peu près tous les indicateurs qu'on pourrait vouloir maîtriser, à savoir le chiffre d'affaires ou les encaissements clients, à savoir les postes fournisseurs auxquels on a de plus en plus de mal à faire face. Malgré tout, le cash dit énormément de choses, mais il ne dit pas tout. Et c'est vrai que toutes les entreprises avec lesquelles j'étais amenée à travailler, j'ai toujours souligné l'importance de mettre en place des tableaux de pilotage avec un certain nombre de métriques peut-être assez restreints, peut-être assez courts, mais auxquels on se tienne, ce qu'on appelle donc des KPI, des indicateurs de performance clés, un petit peu à l'image, on va dire, du tableau de bord d'un véhicule, où on a peut-être voilà, 3-4 3-4 indicateurs et une jauge qui devraient en fait permettre de savoir à peu près où on va. Voilà, j'aime bien donner cette image-là parce que ça permet globalement en un coup d'œil de savoir où on va. Et là-dedans, je conseille fortement d'intégrer des indicateurs de rentabilité qui sont vraiment, on va dire, l'élément clé dans la performance financière, puisque du chiffre d'affaires, de la croissance, c'est bien, mais de la croissance rentable, c'est quand même beaucoup mieux. Et justement, la gestion du risque financier a profondément changé ces dernières années en termes de volatilité. On a une augmentation de l'inflation, une augmentation des taux d'intérêt. Comment on accompagne les dirigeants aujourd'hui face à cette instabilité? Alors, vous avez raison de parler de l'instabilité qui a été celle des dernières années dans un contexte d'augmentation des taux
extrêmement significatif, puisque le Euribor 3 mois est passé en quelques mois ou en l'espace de 12 mois de taux négatif à un peu plus de 4%. Dans ce contexte-là, et sachant que l'endettement des entreprises étant de manière générale indexé sur les taux de Euribor, on a vu malheureusement des charges de la dette exploser de manière significative et voire se multiplier par 3, par 4, par 5, ce qui rend bien évidemment impossible la maîtrise du coût, et puis ce qui a mis une pression sur les trésoreries des entreprises très élevée, et qui a clairement consommé tout le cash, le BFR qui était disponible à ce moment-là. Donc c'est clairement un point qui est extrêmement important. D'ailleurs, à ce sujet, sur une petite expérience personnelle sur un sujet de financement que j'ai eu l'occasion de mettre en place, il me semble 2021, peut-être fin 2021, début 2022, dans le contexte du début de la hausse des taux. Puisque la majorité des crédits, que ce soit immobilier ou entreprise, sont en général structurés comme Euribor plus une marge, et qu'il existe des produits dérivés de taux de type cap, swap, etc., que l'on peut mettre en place relativement facilement avec des contreparties bancaires qui permettent de couvrir la hausse des taux ou probablement de fixer des taux variables. Dans ce cadre-là, j'ai souvenir d'un client sur lequel on avait mis en place une dette d'une soixantaine de millions quand même relativement significative, et qui n'a peut-être pas, à qui on a proposé une couverture de taux, de fixer son taux aux alentours de 70 centimes, et qui n'a peut-être pas pris la mesure et qui n'a pas voulu entendre à ce moment-là, pensant que les taux allaient rester sous la barre des zéros, et qui s'est retrouvé au lieu des 70 centimes à payer du 4%, ce qui a clairement mis en cause l'ensemble de son projet. Et c'est là où j'ai envie de vous dire qu'on peut vraiment mettre en lumière sur ce genre d'exemple l'importance de l'accompagnement financier, l'importance de bien penser ces montages en amont, puisqu'on parlait tout à l'heure de signaux d'alerte, où clairement on arrive déjà après la bataille, et donc l'importance, encore une fois, de l'anticipation pour ne pas se retrouver finalement dans des situations telles que celles que de nombreuses entreprises ont connues dans la crise des 2, 3 dernières années. Est-ce qu'il y a un moment où il faut accepter de ralentir pour retrouver le contrôle? Clairement, les clients qui ont le mieux survécu à la crise et qui l'ont le mieux traversée étaient probablement les clients qui, bien sûr, ont toujours gardé en tête l'importance d'avoir une trésorerie suffisante, les clients qui avaient des produits, des projets bien financés, bien montés et bien sécurisés, et surtout des clients qui effectivement ont accepté de lever le pied à un certain moment, étant donné le marché. Pour vous donner un petit exemple, dans l'immobilier, comme vous le savez peut-être, les prix sont inversement proportionnels au taux d'intérêt. Ce qui veut dire que de double peine sur on va dire aux alentours de 2022-2023, puisque des taux qui augmentaient très significativement, donc avec des charges de la dette qui étaient multipliées par 2, 3, 4 ou 5, et puis en même temps des prix qui pouvaient être divisés quasiment par deux, et donc un immobilisme complet du marché d'immobilier professionnel à cette époque-là, étant donné, on va dire, les attentes de certains vendeurs qui étaient basés sur l'ancien monde, et les prétentions des acheteurs qui étaient à peu près en position de force. Il a fallu attendre bien un an ou deux même avant qu'on recommence à trouver un équilibre. Et je pense, pour répondre à votre question, que les acteurs qui s'en sont le mieux sortis sont ceux qui ont peut-être voulu voir la réalité des choses et ont accepté de baisser leurs prétentions à un moment rapidement dans le process, puisque, encore une fois, je ne vais pas vous l'apprendre, mais le temps, c'est de l'argent, et tout projet que l'on porte dans le temps de manière excédentaire et inutile continue à faire tourner finalement le compteur. Et donc, ceux qui ont peut-être su baisser leurs prétentions, lever le pied ou un petit peu ralentir à un moment, sont probablement ceux qui s'en sont le mieux sortis. Jessica, tout autre sujet, mais toujours lié à la stratégie, est-ce que vous pensez que la finance peut être un levier d'impact positif? Quand je parle d'impact positif, je parle d'impact au niveau social, environnemental ou humain. Est-ce qu'elle peut l'être sans perdre en exigence économique?
Alors, c'est très intéressant ce que vous me dites, il existe aujourd'hui effectivement dans le monde de la dette de manière générale, enfin dans le monde bancaire, que ce soit de la dette d'entreprise ou de la dette immobilière en particulier, ce qu'on appelle des questionnaires ESG, qui donc, comme leur nom l'indique, mesurent l'impact environnemental et sociétal finalement des projets qu'ils financent. Il existe aussi, et c'est intéressant de le souligner, certaines, on va dire, primes à l'écologie, on va l'appeler comme ça, puisque certaines banques ou certains financeurs offrent des taux préférentiels, certains fonds de dette aussi, des marges préférentielles sur les projets qui ont une étiquette aujourd'hui un peu plus ou moins green. D'ailleurs, avec toutes les nouvelles normes qui apparaissent en termes d'efficacité énergétique, aujourd'hui, typiquement, un bâtiment de bureau ne se vend plus et ne se loue plus s'il n'est pas soumis à un certain nombre de normes comme notamment l'efficacité énergétique, etc. Et donc aujourd'hui, les banques, bien sûr, jouent le jeu, puisque en fait, un immeuble qui n'est pas aux normes est un immeuble qui ne sera pas loué. Donc ça a des impacts économiques. Donc très clairement, aujourd'hui, tout cet aspect environnemental au sens large est un aspect très important. De un, parce qu'il a des conséquences économiques mesurables immédiatement au travers des différents dispositifs légaux d'amélioration de l'efficacité énergétique. Et puis de deux, parce que les banques souhaitent aussi soutenir le mouvement et mettre en avant finalement l'aspect sociétal et environnemental des projets qu'elles financent. Et est-ce que c'est un discours, en fin de compte, ce que vous me dites là, que vos clients comprennent? Cette dimension verte de la finance, ou en tout cas responsable de la finance? Alors, ce que les clients comprennent surtout, c'est l'aspect économique on va dire, l'optimisation énergétique des projets, puisque comme je vous le disais, notamment, voilà, les normes permettent de mettre en place des baux, de louer et de s'assurer de revenus, mais également un immeuble bien isolé est un immeuble qui va coûter moins cher à l'exploitation. En électricité, en chauffage, et donc qui a beaucoup plus de chances sur le long terme, qui sera beaucoup plus... Non, non, non. Je peux pas laisser là, c'est truc de l'environnement. Attends. T'embête pas, demande-toi juste si est-ce que tes clients te suivent là-dessus ou pas, en fait. Est-ce qu'ils ont la même approche? Euh, Aujourd'hui, par exemple, Ilan, pour vous donner un exemple, j'ai quasiment de manière systématique des audits énergétiques sur les immeubles que l'on finance, puisque c'est quelque chose qui va être attendu déjà par les banques et que les clients sont très intéressés aussi de connaître leur performance énergétique, notamment afin de maîtriser tous les coûts qui seront liés, on va dire, à la consommation énergétique au sens large. Donc c'est relativement rentré dans les normes ces dernières années, oui, de se poser ce genre de questions. Et on sent qu'avec tous les dispositifs, notamment de subventions qui existent aujourd'hui, clairement, les clients jouent plutôt le jeu. donc ils l'ont bien compris. Merci Jessica pour cet échange. Je retiens très synthétiquement que la finance n'est pas qu'une affaire de chiffres, que c'est un outil de discernement et que c'est un révélateur des choix de fond. On se retrouve pour un troisième épisode dédié à l'entrepreneuriat dans la finance. Et tout cela se passe sur Temps d'avance, le podcast des entreprises en mouvement. Temps d'avance. Le podcast des entreprises en mouvement.